quand on est suspect, on n'est pas coupable. Maintenant, moi, mon client, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il était au mauvais moment, mauvais endroit. Quand il est sorti de garde à vue hors de cause, quand il a vu la déferlante de haine de cette fachosphère, où justement on lui disait par rapport à son nom avec une consonance nord-africaine, évidemment que c'était déjà le coupable idéal. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est 9h07 et comme promis ce matin, eh bien, nous allons recevoir une avocate dont vous avez forcément entendu parler, vous l'avez peut-être même croisée sur des plateaux télé. Elle a accepté de venir sur Beurre FM pour répondre à nos questions. C'est Maître Sandrine Pégan. Bonjour à vous et bienvenue. Merci Kim. Très heureux de vous accueillir ici sur le plateau Beurre FM. Alors on aurait aimé évidemment vous accueillir dans d'autres circonstances pour des conseils à nos auditeurs en matière juridique notamment, mais ce matin, eh bien, on va aborder un sujet qui nous interpelle quotidiennement sur Beurre FM, un sujet qui nous touche particulièrement puisque on a évidemment constaté depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, eh bien une recrudescence d'une façon de communiquer sur certains médias qui stigmatisent énormément une catégorie de la population française, qu'elle soit franco-française ou franco d'origine étrangère, puisque pour certains, lorsqu'on a des origines, on n'est pas forcément français à part entière dans l'esprit. Suivez mon regard et notamment l'extrême droite, la fachosphère et j'en passe et des meilleurs. On vous a invité ce matin pour parler d'un sujet qui est d'actualité, qui nous a tous évidemment peinés. Alors avant toute chose, on replace le cadre. Bien sûr, sur Beurre FM, on a présenté nos condoléances à la famille de la petite Louise, victime d'un crime abominable qui a touché toute la France, sans distinction aucune, qui est dramatique, malheureusement, qui se répète parce qu'on a déjà eu ce genre de situation préalablement avec des enfants comme ça qui disparaissent ou qui sont tués par des gens. Alors parfois on va les définir comme déséquilibrés. On a l'impression qu'on a envie de les disculper. Parfois les auteurs en fonction de l'origine sont considérés comme des terroristes pour le même acte. Et là on va parler évidemment de votre client. Qui nous a été jeté en pâture, puisque sur Beurre FM on n'a jamais donné à l'origine, en tout cas le prénom ni le nom de cette personnalité qui était suspectée. Donc suspecté, ça ne veut pas dire coupable. On peut tous être suspectés en tant que citoyens vivant sur ce territoire national d'un crime, d'un délit, parce que on était à côté, parce que on ressemble à une personne, parce que on a la même casquette, la même barbe ou peu importe, et finalement être disculpé au bout de quelques heures après une enquête minutieuse menée par la police qui aura bien fait son travail. En revanche, parfois, eh bien, on a le sentiment qu'on jette des noms en pâture de nos concitoyens, et surtout quand ils ont une consonance, on va dire, d'origine étrangère. Et nous avons appris, comme bon nombre, alors je ne connais même pas le nom de famille pour vous dire de votre client, je connaissais juste le prénom et une lettre alphabétique, le B. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que la France a été certaine que ce jeune homme était coupable, et donc j'imagine, je n'ose même pas en fait imaginer les dégâts que cela a pu causer dans sa vie personnelle, et même blanchi, j'imagine même pas les suites de la vie de cet homme qui limite est coupable sans avoir rien commis. Déjà, Kim, merci de faire ce petit rappel sur le fait que quand on est suspect, on n'est pas coupable. D'accord ? Parce que donc, bien évidemment, il y a une enquête qui est menée, une enquête policière, et la police judiciaire de Versailles, elle est exceptionnelle. Ça, je peux pas le nier. En tout cas, ce groupe-là d'enquêteurs qui étaient sur ce dossier-là, ils sont vraiment très très bons, et ils ont une pugnacité qui fait qu'aujourd'hui, l'auteur présumé des faits a avoué, et il est en détention provisoire. Maintenant, moi, mon client, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il était au mauvais moment, mauvais endroit. On le dit classiquement, ça peut être un cliché, mais là, pour le coup, c'était la réalité. Et ce qui fait que, très bien, il a été placé en garde à vue. Je ne critique absolument pas l'opportunité du parquet de le placer en garde à vue, d'accord ? Il y avait une suspicion, il y avait des raisons valables de le suspecter d'avoir éventuellement commis les faits, parce qu'il ressemblait à une photo issue d'une vidéosurveillance. Maintenant, moi, mon combat aujourd'hui, il est parce que, justement, il y a eu une fuite de son identité complète, et cette fuite, elle vient d'où? Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je veux donner de l'écho à cette injustice, parce que s'il n'y avait pas eu la fuite de son identité, il n'y aurait pas eu récupération derrière politique, encore moins récupération de la presse, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous le disiez très justement, Kim, sa vie a basculé du jour au lendemain. Il est resté quand même 20 heures en garde à vue,
20 heures, c'est pas rien quand vous êtes quand même privé de votre liberté, que vous ne savez pas ce qui va se passer, qu'on vous place en garde à vue pour des chefs de prévention criminels, où on dit que vous êtes un meurtrier d'une mineure de 15 ans. Donc, mineur de 15 ans, c'est la qualification juridique. Moins de 15 ans, puisqu'elle a 11 ans. Mais donc, je ne sais pas si vous imaginez, vous ne savez pas à quel point la machine judiciaire va vous broyer, quand est-ce que ça va se terminer. Il y a beaucoup d'innocents en prison, et c'est une réalité aussi, ce que je dis. Et donc, quand il est sorti de garde à vue, bien évidemment, hors de cause, mais quand il a vu la déferlante de haine de cette fachosphère, où justement on lui disait par rapport à son nom avec une consonance nord-africaine, évidemment que c'était déjà le coupable idéal. Et c'est là aujourd'hui que ça ne va pas. Donc moi, je veux rechercher qui a donné la fuite, et j'ose imaginer que c'est la police, parce que la presse, comment elle peut avoir si elle n'a pas ses sources initiales. Donc c'est pour ça que je saisis l'IGPN, donc c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, parce que je veux qu'on consulte tous les fichiers, je veux qu'on regarde toutes les personnes qui étaient au sein des commissariats, parce que je ne pense pas que ce soit au sein de la police judiciaire, mais plutôt au sein des commissariats, donc de la sécurité publique, qui ont à un moment donné fait des consultations illégales de fichiers, et aux horaires où ça a été consulté, ça sera quand même plus facile de les retrouver. On va passer tout ça à la moulinette pour éviter que ça se reproduise. Même si aujourd'hui, je me doute que c'est un fantasme, mais j'ai pour habitude de dire que les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on refuse de livrer. Maître, justement, une question, vous parlez de l'IGPN. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai saisi moi-même une fois l'IGPN pour une affaire qui me concernait et qui concernait mon fils. J'ai fin de non-recevoir. On a beaucoup entendu la remise en cause de la gestion de l'IGPN et de la manière dont est dirigée l'IGPN, parce que c'est la police qui interroge la police, hein, finalement. Alors, je vais pas être suspicieux, je vais pas être, on va dire, dans l'hypothèse que ça sera forcément toujours du côté de la police, parce qu'il y a des histoires qui démontrent qu'il y a des policiers qui ont été sanctionnés. Et beaucoup d'ailleurs. Hein, exactement. Il faut quand même le reconnaître. Mais quand même, en majorité, permettez-moi, maître, de rappeler à nos auditeurs que bien souvent, les policiers incriminés sont blanchis. Pour l'affaire qui me concernait, il y avait des vidéos qui ont démontré, etc. Mon fils avait été roué de coups par un CRS, les mains dans le dos ligotées. C'était lors des manifestations étudiantes. Il a été innocenté ensuite par le parquet, donc dans le 92. Donc finalement, j'aurais pu obtenir gain de cause. Ça n'a pas été le cas. On m'a même mis la pression en me disant, si vous continuez, on risque de porter plainte pour, on va dire, procédure abusive, et j'en passe et des meilleurs. Donc quand on est un citoyen, on a peur. Évidemment, on ne connaît pas le droit. À certains moments, bon, vous dites, bon allez, j'ai une carrière, j'ai ceci, je vais pas faire de vagues parce qu'ils vont me faire de la misère, etc., etc. Concrètement, ce genre de fuite, ma question est là. Est-ce que c'est monnaie courante, et pourquoi ces policiers qui donnent ces informations donc à des journalistes, même si on a un journaliste sur notre plateau et qu'on a envie d'avoir les informations, c'est évident. Comment se fait-il que ces policiers ne sont jamais remontés et ne sont pas sanctionnés? J'ai jamais entendu parler d'un policier qui a donné une info et qui a été sanctionné. Alors après, c'est pas forcément médiatisé quand les policiers sont condamnés, mais bien évidemment que ça existe, et encore heureux, parce que sinon l'IGPN aujourd'hui, elle aurait même plus du tout d'existence, puisque si dans ces cas-là, à chaque fois, ils se protégeaient entre eux, cette autorité n'aurait plus lieu d'être. Je suis désolée déjà d'apprendre ça par rapport à votre enfant. Est-ce que vous étiez accompagné à ce moment-là? Non, hélas non, parce que la pression du moment, même si j'en ai parlé à la radio, etc., moi j'ai tout de suite médiatisé l'histoire, mais la pression du moment, on va dire que pour éviter de compliquer la situation du petit, etc., j'ai dit bon allez, il est vivant, il est en bonne santé, il y a des drames qui sont beaucoup plus graves que le mien. On va dire, malgré qu'on soit passé par l'hôpital, fait constater par les médecins assermentés, enfin, etc., etc. Bref, j'ai laissé tomber, mais mon cas était, on va dire, light par rapport à ce que vit votre client aujourd'hui. Bon, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais toujours être accompagné d'un avocat, bien évidemment, parce qu'on est un peu votre bouclier, et puis nous, on sait quoi faire. La pression, nous, on la reçoit, et bon, elle nous touche pas. Donc, bien évidemment, vous, par rapport à un justiciable, c'est différent. La chance que j'ai, moi, dans cette affaire, c'est que j'ai le procureur d'Evry qui est avec nous. Donc déjà, on ne sera pas considéré comme des personnes qui veulent essayer de foutre le bordel, si vous me permettez l'expression, avec l'appui du parquet d'Evry, qui lui veut aussi faire la lumière sur tout ça. J'ose espérer que ça n'ira pas dans la poubelle, mais au-delà, bien évidemment. Donc pour ça qu'on continue et on lâchera rien. Et sur Beurre FM, il est 9h23. Merci encore d'avoir choisi votre radio préférée pour attaquer la journée. Nous sommes vendredi, forcément la Saint-Valentin, mais aussi des invités sur notre plateau. Et ce matin, nous recevons maître Sandrine Pégan, qui est donc avocate et qui défend ce jeune homme qui a été incriminé donc à tort. Mais là encore, je ne parle même pas du fond, du fait de l'enquête, etc. Ce qui est tout à fait normal. Je l'ai dit tout à l'heure. En revanche, on rappelle
rappelle que malheureusement son nom, son prénom, son identité, même son adresse a circulé sur les réseaux sociaux. On imagine la vie de cette personne aujourd'hui, de notre concitoyen au quotidien, même s'il a été innocenté, puisque depuis un suspect donc a avoué, suspect présumé qui a avoué donc le fait qu'il reconnaissait les faits du meurtre donc de la petite Louise. Et encore une fois, paix à son âme et nos pensées pour la famille. Aujourd'hui, comment vit votre client au quotidien? Est-ce qu'il supporte cette situation et quelles sont les conséquences de la divulgation de son identité sur les réseaux? Alors, j'ai 2 clients. J'ai lui et sa petite amie, puisque donc, oui, c'est vrai, j'ai oublié la petite amie. Ils ont été interpellés tous les deux au domicile de mon client. Et donc, les deux, aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, je vous cache pas. Comme vous le disiez très justement, leur nom a été jeté en pâture, et surtout donc l'identité complète du mien. C'est compliqué, je sais qu'ils vont rebondir, mais ils ont en fait peur de sortir aujourd'hui, parce qu'il y a encore une minorité, certes une minorité de l'opinion publique qui sont en train de continuer à les accuser. Alors bien évidemment, ça commence un petit peu à s'estomper, d'autant que là, on a un auteur présumé des faits. Mais c'est compliqué parce que ils se disent, mais comment ça se fait que moi, au départ, je n'y étais pour rien. On m'a complètement accusé à tort, et aujourd'hui, je suis là en train de devoir me défendre de quelque chose que je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, mon innocence, elle est prouvée, hein, leur innocence est prouvée, mais il y a encore des gens qui malheureusement les montrent du doigt et les salissent et continuent à dire que c'est finalement il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis surtout, à partir du moment où c'est une partie de l'opinion publique qui est xénophobe, donc pour eux c'est comme un espèce de réflexe pavlovien. Vous voyez, ouais. On donne un os à un chien, et ben forcément on va le ronger. Et ben on donne un nom à consonance étrangère à des racistes, et ben c'est encore plus simple. Personnellement, maître, vous qui avez beaucoup d'affaires comme ça, enfin pas les mêmes, mais vous êtes au tribunal régulièrement, il y a des noms comme ça qui sont jetés en pâture. Est-ce que vous constatez, de votre point de vue, en tant qu'avocate, que les médias ont tendance à orienter leur information dans le sens où, comme vous le dites, si le prénom d'une personne est à consonance étrangère, on donne plus facilement? Parce que j'ai été choqué de voir, je vais mettre en perspective et en parallèle, le prénom et donc le L, uniquement le L. On avait un prénom, Owen.L, et tous les médias, alors moi je les cite, hein, vous êtes pas obligé, mais moi je m'y attaque régulièrement, je les dénonce, les Morandini, les pros, et j'en passe et des meilleurs. Ils savent très bien que je ne peux pas les supporter, mais je fais comme eux, donc je les stigmatise comme ils stigmatisent une frange de la population française. Donc que ces gens donnent des infos en disant d'origine nord-africaine, etc. Est-ce que ça, moi ma question elle est très simple, est-ce que pour un journaliste qui divulgue ce genre d'informations erronées, est-ce que ces gens sont passibles de la loi? Parce que on peut être journaliste, mais on n'est pas au-dessus des lois. Je veux dire, on peut être un média, on n'est pas au-dessus des lois. Nous, Cyber FM, on fait le moindre écart, on sera saisi par l'Arcom et on devra répondre de nos propos tenus à l'antenne. Comment se fait-il que ces médias, je parle bien des organes de presse, hein, je parle pas des réseaux où les gens se cachent derrière un blaze, un pseudo, comment ça se fait que ces gens continuent de le faire quotidiennement et que des juristes ne se saisissent pas de cette affaire? Alors on a commencé notre propos, notre intervention sur le fait que les fuites venaient de la part de la police. Mais qui relaye ces informations qui sont données par la police? Les journalistes, d'accord? Donc pourquoi moi aujourd'hui j'ai déposé plainte pour violation du secret de l'enquête, pour recel de violation du secret de l'enquête, atteinte à la probité, provocation à la haine, et ça c'est par rapport au tweet. Mais ces médias-là qui ont relayé l'identité, que ce soit des journalistes de la presse écrite ou de la presse ou des médias audiovisuels, sous prétexte que ce soit le droit à l'information, ils n'ont pas vocation à donner l'identité de la personne qui est juste suspectée. Elle n'est même pas au stade de la mise en examen, où la mise en examen, là, il y a quand même des raisons plausibles et des indices graves et concordants, laissant à penser que vous avez commis les faits. Donc là, bon, on pourrait éventuellement comprendre quelque chose. Mais à partir du stade de la mise en cause, non, encore moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut faire la lumière sur tout ça et on veut que ces médias soient sanctionnés pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Bien évidemment, pour réhabiliter l'honneur et la réputation de mes clients, mais aussi pour éviter qu'il y en ait d'autres. Mais le problème, c'est que ça va perdurer. Et c'est aussi pour ça qu'avec l'aide du parquet, on veut que les choses aillent jusqu'au bout, on ne lâchera pas, parce qu'on veut que ces gens-là soient condamnés. Et bien évidemment, vous citiez CNews, j'ai travaillé pour eux pendant 6 mois, tous les week-ends, et pendant 6 mois, j'ai bien compris que c'était pas possible de continuer à travailler avec eux, parce que c'était à chaque fois orienté vers l'immigration. Et moi, mes clients, c'est 90% d'origine étrangère, je ne cracherai jamais dans la soupe, et je ne suis de toute façon pas dans la même optique qu'eux, donc je ne peux pas cautionner, c'est la raison pour laquelle je suis partie. C'est vrai que vous êtes en tout cas courageuse, parce que j'ai vu que sur le poste, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, sur le poste qu'on a
partagé Beurre FM. J'ai vu vos anciens entre guillemets collègues, certains ont liké donc le post, d'autres non, mais j'ai vu qu'il y avait un lien de cause à effet évidemment sur les likes. Ce que je voulais aussi savoir, c'est qu'est-ce que risque justement, par exemple, certains politiques qui ont donné comme ça, je vais viser l'extrême droite notamment, et certains hauts responsables de l'extrême droite qui ont donné comme ça des indications et se sont exprimés sur l'affaire sans même attendre une éventuelle mise en examen, et qui ont donné le nom ou qui ont laissé sous-entendre que c'était votre client. Alors il y aura un examen au peigne fin, bien évidemment, de tous leurs commentaires. Tout ça sera passé au crible et ça pourrait être considéré comme de la provocation à la haine raciale ou à la violence aussi, puisque bien évidemment il y a aussi des conséquences dramatiques derrière ça, parce qu'un tweet ou un commentaire n'est pas juste anodin, surtout quand c'est dirigé vers une provocation à la haine raciale. Donc ils pourront condamner. Alors je vais vous dire, la condamnation pour vous elle pourrait être symbolique, puisque ça va être soit des jours amende, soit de l'emprisonnement avec sursis, et encore, puisqu'après c'est bien évidemment adapté à chaque personne en fonction de son casier judiciaire. On ne va pas condamner une personne pour ce genre de fait si elle est coutumière, elle sera plus lourdement condamnée. Si en revanche c'est la première fois, ça sera pas un rappel à la loi, mais ça sera quelque chose de minime. Mais c'est au moins juste le principe de la condamnation, parce que derrière, forcément, il y a aussi des conséquences sur leur travail, sur leur carrière, et donc c'est ça aussi qu'on vise. C'est pas juste la simple condamnation, c'est aussi derrière toute la réputation qui peut être entachée par rapport à eux. Vous me direz, maître, petite parenthèse avant de retrouver l'info de Faudel Belabri, à l'heure actuelle sur des chaînes de télévision, il y a des gens qui sont condamnés en appel pour avoir fait des choses pas très catholiques ou musulmanes ou athées, mais dans le bon sens de la citoyenneté, je fais un petit peu d'humour, qui tourne autour de la détournement de mineurs et j'en passe des meilleurs, on va dire du harcèlement sexuel pour être précis, à 50 000 € d'amende et 18 mois de prison avec sursis. Les mecs sont encore à la télévision en train de faire les fanfarons. Donc sur certains groupes de chaînes privées, finalement le casier judiciaire ça pèse pas tellement. On est bien d'accord. Et il y a même d'autres personnes qui sont aussi à la télé et qui éventuellement ils sont juste suspectés de quelque chose et finalement eux, principe de précaution, on les a évincés. Donc oui, il y a 2 poids 2 mesures. On revient à notre plateau, mesdames et messieurs, et on a le plaisir ce matin d'avoir maître Sandrine donc Pégan, qui est donc avocate. Alors vous êtes avocate où, maître? Parce que c'est vrai, on l'a pas précisé dans la présentation. Vous êtes à Paris, vous êtes partout? Je suis à Paris, mais on exerce dans toute la France et même aussi grâce à certains clients à l'étranger. À l'étranger aussi, et voilà. Vous pouvez bien entendu aussi retrouver maître sur tous les réseaux sociaux. Elle est présente, elle partage un peu l'actualité de son quotidien et puis surtout les suites de cette affaire. On le disait, avoir sa vie bouleversée comme ça, se retrouver, je veux dire, quand on crame un feu, c'est pas méchant. Je veux dire, si on se retrouve en garde à vue, parce qu'on a cramé un feu, on s'embrouille avec le policier, je veux dire, ça sera pas bien méchant. Mais là, on parle d'un crime, on imagine l'honneur, comme vous avez dit, la suspicion, et même quand on est innocenté, je le disais, quand votre nom est jeté en pâture, on a du mal, on va dire, un peu à se récupérer de cette situation. Bon, vous avez expliqué que pour l'instant, vos clients avaient du mal à ressortir, à vivre leur vie du quotidien. Dans leur quotidien justement, dans leur travail, est-ce que ça a une incidence directe? Est-ce que ça leur a créé des soucis, on va dire, avec s'ils sont employés bien sûr ou étudiants? On parle de l'honneur et de la réputation, mais il ne faut pas oublier aussi l'insécurité. Parce que, et on le voit pour la famille de la petite Louise, ils sont aussi protégés. Donc vous imaginez quand même, c'est une famille de victimes, et ils sont protégés. Donc imaginez ceux qui sont accusés à tort, comment, et justement, où la réputation a été malmenée. Donc là aussi, c'est l'insécurité qui prône malheureusement chez eux. Donc c'est pour ça qu'ils sortent plus, et c'est pour ça que, en tout cas, ils sortent moins parce qu'ils ont l'impression d'être regardés de travers, et à juste titre, puisqu'il y a encore malheureusement une partie de la population qui se dit, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu, et puis de toute façon peut-être que finalement lui aussi il y a contribué d'une manière ou d'une autre, alors que l'auteur présumé a avoué. On sait que les aveux bien évidemment peuvent être extortés aussi par la police et on peut revenir dessus, mais quand bien même il y a quelqu'un qui est en détention provisoire, ça n'enlève pas dans la tête que ces gens-là ils ont peut-être commis d'autres faits et du coup ça entache aussi leur réputation. Donc à travers ce combat judiciaire qu'on mène tous ensemble, parce qu'il y a mes clients, mais il y a aussi leur famille. Et derrière, leur famille aussi est impactée. Quand ils vont à la boulangerie, et bien évidemment, le quartier les connaissent. Donc forcément, on leur dit, il y a du soutien, mais il y a aussi encore des gens qui les regardent de travers, qui les suspectent de quelque chose. Donc c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'on veut les réhabiliter par rapport à ce combat judiciaire. On veut aussi qu'à un moment donné, eux soient considérés comme victimes. On n'oublie pas la famille de la petite Louise. On sait qu'eux, ils sont prioritaires, mais il y a aussi ce combat-là, et
on peut pas l'oublier. Bien sûr, maître. En tout cas, ce sont des éclaircissements qui sont importants pour les auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, vous êtes saisi, j'imagine, par bon nombre de clients. Est-ce que ces affaires où on est comme ça parce que d'origine étrangère. Alors, encore une fois, hein, je tiens à préciser sur les ondes de Beurre FM que je prends ces cas-là parce que on a affaire aussi à des auditeurs franco-français et franco-français d'origine étrangère sur nos auditeurs de Beurre FM. Est-ce que c'est fréquent que des clients ayant un prénom ou une couleur de peau, on va dire un peu exotique, un peu plus sous le soleil, sont victimes de ces situations-là? Est-ce que c'est fréquent ou alors est-ce que je suis en train de fantasmer ces situations et que c'est pas réel? Kim, je vais vous parler de la réalité du terrain. Je suis dans les prétoires toutes les semaines, d'accord? Et à partir du moment où je défends une personne franco-française ou que je défends une personne franco avec une origine étrangère, je vous assure que le traitement est différent. Et c'est malheureux à dire, mais c'est ce que je constate au quotidien. Donc, la défense, elle est même différente, qu'il s'agisse d'une personne à consonance nord-africaine ou autre, ou une personne que je défends qui est véritablement français, comme on aurait pu défendre ONL, par exemple. C'est malheureux à dire, mais c'est encore ce que l'on constate, et on est obligé de se battre au quotidien par rapport à ça, parce qu'on ne veut pas laisser perpétrer tous ces problèmes. Maintenant, ça fait aussi partie de l'humain, et en espérant à chaque fois que les jours soient meilleurs. Mais oui, bien évidemment que ça arrive beaucoup plus qu'on l'imagine. En tout cas, nous déjà, on vous remercie pour votre discours très très sincère, très très franc. On a encore quelques minutes à passer ensemble. On continue sur cet échange. Qu'est-ce que peut attendre votre client, on va dire, en dédommagement de cette situation vis-à-vis de je vais parler des politiques déjà qui se sont exprimés, parce que pour moi ils ont encore une plus grosse responsabilité. Alors évidemment la police, alors eux c'est encore pire, celui qui a divulgué l'information ou ceux qui ont divulgué l'information, quand vous les aurez remontés, parce que quand on consulte des fichiers il y a toujours des traces, et ils ont beau être policiers, ils n'y échapperont pas. On saura d'où est venue entre guillemets la fuite. Qu'est-ce que risquent par exemple ces politiques, et comment vous pourriez, on va dire, obtenir gain de cause afin que ces politiques s'excusent publiquement, entre guillemets, d'avoir jeté ces noms en pâture de vos deux clients, puisqu'il y en a deux? La chance que l'on a actuellement, c'est qu'on est quand même dans un contexte d'élection à venir, et pas n'importe lesquelles, donc du coup il y a une espèce de volonté de transparence. Et donc cet organisme-là, l'IGPN, va faire aussi le nécessaire pour qu'aujourd'hui les policiers soient exemplaires. Donc il y a déjà, on le voit, hein, moi je défends certains policiers aussi pour consultation illégale de fichiers, et je peux vous assurer qu'à Bobigny par exemple, c'est une machine à casser du flic. Je le dis comme ça parce que c'est aussi ce qui se passe, et les condamnations elles pleuvent, vraiment. Donc là, déjà rien que par rapport à ça, forcément il va y avoir des suites derrière au niveau indemnitaire. Et parallèlement à tout ce que je fais au niveau pénal, je saisis aussi la justice au civil pour qu'il y ait une réparation des préjudices qui sont subis par rapport à mes clients. Donc on l'a dit, hein, la réputation, l'honneur, le fait d'être privé aussi de sortie pour aller, ne serait-ce qu'aller acheter sa baguette de pain. Il va y avoir à un moment donné des sommes qui vont être allouées, en espérant. Et ça, on fera le nécessaire pour. Maintenant, on n'est pas en train de rêver. On va pas avoir, comme aux États-Unis, des 1 million d'euros. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est aussi le respect du principe même, et faire en sorte que ce statut de victime soit reconnu, qu'il y ait une indemnisation, même minime, mais au moins ça sera un geste qui sera effectué, et ça permettra à mes clients et à leur famille de reprendre un peu goût à la vie, et de reprendre aussi goût à la justice, et de croire encore à la police. Une question pratique et technique. Étiez-vous présente dès les premiers instants auprès de votre client, ou est-ce qu'on l'a d'abord interrogé? Parce que je dis ça avec dans l'idée que parfois il y a des pressions qui sont mises par la police, et des techniques d'interrogatoire où il y a le gentil, il y a le méchant, on vous laisse un peu, on va dire, dans votre cellule entre guillemets, mûrir un peu votre réflexion, et puis au bout d'un certain temps il y a la fatigue qui arrive, et parfois on est amené à dire tout et n'importe quoi, et même s'auto-accuser. Pour certains ça a existé, et puis au bout du compte on s'aperçoit que le mec il était, j'exagère, mais il était aux Bahamas au moment où ça s'est passé, et là on se dit mais mais il est con quoi, pourquoi il s'est auto-accusé? Est-ce qu'il y a des pressions, et est-ce que vous étiez présente dès le début? Vous avez l'air de bien connaître le concept de la garde à vue. J'ai fait des gardes à vue quand j'étais jeune, mais j'ai été innocenté, madame, maître. J'ai été innocenté. Sinon, vous pouvez me mandater. Il y a même un policier, même un gendarme qui m'a dit, toi, t'es le fils à Yasser Arafat, tu parleras jamais. Ouais, il m'a dit ça. Je lui ai dit, non, je le fils à Brahim, mais je parlerai pas parce que j'ai rien fait. Bon, voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Alors,
pour revenir aux faits qui nous intéressent, mes clients sont interpellés, il est à minuit 40 à leur domicile. Minuit 40, la petite fille a disparu, on n'a pas encore retrouvé son corps. Ils sont placés en garde à vue, donc on leur notifie pour le moment leur placement en garde à vue pour enlèvement et séquestration, pas pour meurtre puisqu'on n'a pas retrouvé le corps. Ils sont amenés dans les locaux de la police judiciaire. Ensuite de quoi, la petite est retrouvée, donc là, le chef de prévention est modifié, donc maintenant on passe de meurtre, et on leur demande s'ils veulent un avocat. C'est pas une histoire de pression, c'est que la police, en fait, aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2024, pour une simple audition, il faut, si la personne gardée à vue désigne un avocat, il faut la présence de l'avocat tout de suite. Sinon, les policiers sont obligés d'attendre. Donc c'est quand même compliqué, parce que du coup, ça ralentit encore plus l'enquête. Et voyez bien comment ça se passe, on a un délai de 48 heures maximal pour la garde à vue. Donc ce qui se passe là, c'est ce qu'ils ont dit à mes 2 clients. Les policiers, donc les enquêteurs, ont dit « Bon, prenez pas d'avocat, ça va aller vite. » Et c'est exactement ce que j'ai dit sur le plateau de BFM. Parce que c'est ce qui s'est passé. Raison pour laquelle mon client, que je connaissais déjà auparavant, non pas pour des faits judiciaires, mais voilà, je connaissais la famille, j'ai déjà défendu la famille sur le plan civil, mais il s'est dit, je vais pas désigner Maître Pégan, ça sert à rien, puisque je vais vite sortir. Au départ, il se rend pas compte des enjeux de ce placement en garde à vue. Il ne sait pas tout ce qui se passe par rapport à la déferlante médiatique. Et donc, après, moi, c'est la famille qui m'appelle. Et figurez-vous que, bon, je le relève parce que c'est assez singulier, c'est quand même pas tous les jours, c'est que j'étais sur les plateaux de BFM TV, de BFM TV, et j'allais parler justement de cette affaire en tant que consultante pour expliquer un peu la procédure pénale. Et c'est au moment où je mets un pied sur le plateau de BFM que je reçois un coup de fil de la police judiciaire de Versailles parce que je suis désignée. Donc bien évidemment là j'ai couru directement à la police judiciaire et c'est à ce moment-là que moi j'ai pu l'assister pour sa 2e audition. Mais la première audition il l'a fait sans avocat. Et pareil pour sa petite amie. Elle n'a pas pris d'avocat pendant tout le long, et donc ils ont été auditionnés sans avocat. Je me dis quand même, pour un crime pour lequel vous êtes suspecté, vous n'avez pas de conseil. Donc conseil, c'est un avocat. Vous n'avez pas de la possibilité de... Bon, c'est pas que vous n'avez pas la possibilité, c'est qu'on vous a dit, bon, allez, ça sert à rien. Vous savez, on a l'habitude, bon, vite. Mais ça a quand même duré 20 heures. Et moi, si j'étais pas intervenue, parce que quand je suis intervenue, je suis arrivée une demi-heure pour faire l'entretien avec lui. Ensuite, je l'ai assisté en audition. Pendant que j'étais en train d'être auditionnée avec mon client, moi, j'étais en train de faire un mail au parquet pour dire, attendez, la garde à vue, ça se passe pas comme ça, il faut ça comme investigation, le temps de la garde à vue. C'est pas que j'ai mis un peu la pression sur le parquet, je dirais pas ça, mais on est obligé, nous, de faire notre travail. Et on n'est pas juste passif, on n'est pas là simplement pour assister nos clients, on est là aussi pour agir. Et pendant l'audition, pendant qu'on nous montrait les pseudo-preuves qu'on avait contre mon client, ou même on a réagi, lui et moi, on a dit, mais vous êtes sérieux là, on est en garde à vue pour crime, avec simplement la base de cette photo où vous avez l'impression qu'on ressemble à la personne qui est dessus. Et ben donc, pendant ce temps-là, moi, je faisais un mail au parquet et je leur disais, écoutez, je laisserai pas passer les choses comme ça, il y a des noms qui circulent, l'identité complète, et donc il va y avoir des conséquences dramatiques derrière. Et donc 45 minutes après, il était dehors. Et à 9h51 sur Beurre FM, on se rapproche tranquillement mais sûrement de la fin de ce rendez-vous. Mais avant de revenir à notre invité et notre plateau, je voulais préciser à celles et ceux qui nous écoutent qu'enfin, Tonton du Bled est disponible, mesdames et messieurs, sur les réseaux et les plateformes donc de téléchargement légal, puisque vous le savez, ce son n'était pas disponible, l'album n'était pas disponible. Et bien, c'est chose faite depuis minuit. Et bien, le retour de 113 avec Tonton du Bled sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Vous allez pouvoir streamer comme bon vous semble. C'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle que pour terminer cette émission, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir maître Sandrine Pégan, avocate qui donc défend eh bien, ce jeune homme et cette jeune femme qui ont été incriminés de prime abord dans les premiers instants, suspectés, on va dire, c'est le mot à utiliser donc dans l'affaire donc de la petite Louise, et c'est vrai que on a eu peine entre guillemets à savoir que voilà, on pouvait aujourd'hui être incriminé dans une affaire, donner le nom et donner en pâture, et puis finalement après on est innocenté, mais pour autant ça reste pesant dans la vie du quotidien. Maître Sandrine Pégan, on arrive bientôt à la fin de cette émission. D'abord, on vous remercie d'être venu, parler en toute franchise, parce que vous n'avez pas votre langue dans la poche, maître. Non, vraiment, je le dis, vous osez faire remarquer qu'il y a des situations qui sont anormales. Vous êtes vraiment convaincu que en tout cas votre action ira jusqu'au bout, qu'on va pas vous mettre de barrières et d'étouffer un peu cette affaire? Est-ce que on aura réellement un jour les sources qui ont entre guillemets balancé ce nom alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire? Kim, sans prétention aucune, je n'ai pas pour habitude d'une part de me faire menacer, que l'on me mette la pression ou quoi que ce soit, j'ai peur de rien.
Et de toute façon, je suis tellement convaincue de ce que l'on fait que la justesse de mon combat fera le nécessaire pour que la justice vaille. Donc, on est de votre côté, bien entendu, mais je vous pose volontairement la question un peu provoque, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent à tout instant, à tout moment, faire valoir ces droits. On a des obligations en tant que citoyen, mais on a aussi des droits, parce qu'on nous rappelle toujours nos obligations et bizarrement un peu moins souvent nos droits. Est-ce que, dernière question, le fait que on donne dans la presse le prénom Owen L vous a encore plus motivé ou plus énervé sur la situation du moment? Mais même ne serait-ce que la seconde vague d'interpellation, parce que quand je suis retournée sur les plateaux de télé pour justement faire état de ce qui s'est passé avec mes premiers clients, déjà là, c'était un rappel à la prudence sur toutes les chaînes de rédaction. Ils étaient là en train de préciser, attention, prudence, ne donnons aucune identité complète. Et encore moins derrière, après ce qui s'est passé avec le suspect qui a avoué les faits. Bien évidemment que je suis nettement plus en colère, parce que là, on ne veut pas donner le nom, mais je ne peux pas aujourd'hui critiquer le fait qu'il ne le donne pas, alors que moi, mon combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait un silence sur l'identité. Donc, je ne peux pas non plus être incohérente avec mon combat. Mais oui, bien sûr, on a bien compris ce qu'il en était. Et quelque part, il se tire un peu une balle dans le pied. Et ça le deux poids, deux mesures. Et ça va servir notre combat. C'était à cela que je voulais vous emmener pour conclure.